Bonsoir tout le monde. Quelle belle salle. Merci d'être venus en aussi grand nombre. Bienvenue à ce rendez-vous d'histoire, le premier de la saison d'automne. Hein? On est déjà à l'automne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Aline Landry, je suis l'agente du patrimoine pour la ville de Caraquet, la ville qui nous offre gracieusement tous ces beaux rendez-vous et ces belles rencontres. Notre rendez-vous de ce soir, il sort un peu de l'ordinaire parce que nous sommes choyés d'accueillir chez nous ce soir 3 de nos historiens, nos illustres historiens de la région. Ce rendez-vous sera consacré à la présentation de la nouvelle édition du livre de Fidèle Thériault, Les familles de Caraquet. Nous l'inviterons donc d'abord à présenter son livre et suivra les présentations de nos 2 autres historiens, sur Bernard Thériault et Clarence Le Breton, dont les informations de leur présentation sont principalement tirées du livre de Fidèle. Avant de poursuivre, un petit rappel si vous pouviez éteindre les cellulaires, s'il vous plaît. Débutons donc avec Fidèle Thériault. Fidèle, originaire de Bas-Caraquet, détient un bac en arts, un baccalauréat en éducation et une maîtrise de l'Université Laval. Impliqué dans la création du village acadien, dans la fondation de la Société historique Nicolas Denis, dont il fut d'ailleurs le premier président. Historien aux ressources historiques de la province durant plusieurs années, il a siégé sur de nombreux comités reliés au patrimoine, entre autres président de la Commission des lieux historiques du Nouveau-Brunswick. Il est l'auteur de nombreux articles publiés dans différentes revues et a publié plusieurs livres sur l'histoire. Place ce soir à la présentation de sa toute dernière publication, Les familles de Caraquet. Fidèle? Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir et puis de vous présenter la nouvelle édition du livre Les familles de Caraquet. C'est en fait un travail que je ne pensais pas qui aurait pu être publié, mais grâce aux efforts de Bernard Thériault et Aline Landry, ça a été rendu possible. Il faut que je vous parle de la première édition, dire quelques mots seulement. A été publié il y a 40 ans passés. En fait, c'est beaucoup en arrière. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous étaient là à cette époque-là, mais le lancement a été fait dans le mois d'août 1985. Et dans l'hôtel de ville, la salle de l'hôtel de ville de Caraquet. Alors, ça, c'est le livre qui a été publié en 85. Et celui-ci, c'est celui-là qui est lancé ce soir. Alors, quelques mots sur la première édition. En fait, il faut savoir que dans les années 1980, il y a tout un contexte. C'était l'époque où en 84, on célébrait le bicentenaire de la province du Nouveau-Brunswick. Et pour l'occasion, plusieurs familles avaient organisé des rencontres. Alors à Caraquet, je me rappelle très bien, il y avait eu plusieurs rencontres et la plupart s'étaient rendus en fait compte au sanctuaire Saint-Anne-du-Bocage. Et ça avait été, il y avait eu toute une effervescence, oui, pour l'histoire de famille. En fait, ce que j'ai publié en 85, c'est les recherches que j'avais faites sur les familles de Caraquet jusqu'à cette époque-là. Et après le lancement, il y a eu plusieurs nouvelles sources qui ont été rendues publiques, dont surtout avec l'Internet. Ça nous a donné la possibilité d'avoir chez nous, dans notre maison, des documents. Alors,
Et c'est pour ça que l'ordinateur a été d'une grande ressource pour me motiver à continuer ma recherche sur les familles de Caraquet. C'était un travail que j'avais, pour moi, quand j'ai commencé ça, je n'avais pas l'intention de publier. C'était pour un peu voir quelles étaient les familles qui habitaient Caraquet dans le 1er siècle. À la fin des années 1800, puis au début des années 1900, beaucoup de familles ont émigré aux États-Unis. Et puis, ce qui fait que j'ai continué ma recherche en recherchant ces familles-là qui avaient émigré aux États-Unis pour du travail. Et c'était surtout dans les États comme le Maine, le Massachusetts et le New Hampshire. Il y avait je sais qu'au New Hampshire, oui, mon père disait qu'il y avait là des petits Caraquet. L'autre chose aussi, c'est que le livre a connu une certaine popularité parce que 30 ans après, on m'appelait, on me demandait encore pour avoir des livres. Même on appelait ici à la ville de Caraquet pour en avoir, si qu'on ne pouvait pas me rejoindre. Alors, il y avait toujours une demande, mais malheureusement, je ne pouvais pas la fournir. J'en avais plus à vendre. Même, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait acheté un dans une boutique de livreur, puis il avait payé 100 piastres pour. Alors, dans ce volume-là, comme le premier d'ailleurs, c'est pas seulement les familles de Caraquet. Vous avez parce que la paroisse de Caraquet est la paroisse mère de plusieurs autres petites paroisses alentour, qui sont maintenant devenues grandes. Juste mentionner entre autres Grand-Anse, Paquetteville, Bertrand, Maisonnette, Bas-Caraquet, Saint-Simon. Ça fait qu'on trouve toutes ces familles-là dans le livre. OK. Le premier livre, la première édition, était de format de 6 par 9. Et celui-là actuel, qu'on lance ce soir, il est de 8 par 10. Et il a presque 900 pages. Celui-ci, le premier, il y avait un petit peu moins que 500 pages. Alors, il y a l'autre chose aussi. L'édition qu'on lance ce soir là, est très limitée. Il y a seulement 300 copies qui ont été publiées et on me dit qu'il y en a déjà la moitié qui a été vendue. Dans les choses qui a aidé beaucoup après le lancement en 1985, c'est qu'il y avait plusieurs registres, plusieurs recensements ont été mis sur Internet. Alors, mais il y a eu beaucoup de difficultés dans le sens en essayant de regrouper, reconstituer les familles de Caraquet. Il y a eu plusieurs difficultés. Entre autres, il y avait des registres qui sont manquants. Certaines années, on inscrivait seulement les mariages dans le registre. D'autres années, concernant les mariages, par exemple, le père Paquette, qui a été curé à Caraquet une vingtaine d'années, lui, il inscrivait seulement dans les actes de mariage les noms des mariés et des témoins, pas le nom des parents. Alors, c'était tout un défi d'essayer de retrouver qui étaient les parents.
À la fin du livre, de cette édition ici, ce qui a été ajouté et qui est très, je dirais, qui aide beaucoup à la recherche, c'est un index des conjoints et des conjointes. Souvent, on connaît le nom du conjoint, mais on ne connaît pas le nom de l'autre marié, mais dans celui-ci, il a été ajouté. Je veux remercier tous ceux-là qui m'ont aidé à réaliser ce travail gigantesque, et puis en particulier à Bernard et Aline pour leur travail c'est eux autres qui ont pris en charge la deuxième édition. Merci à Clarence pour avoir accepté de se joindre à nous et de nous parler de quelques familles anglaises qui se sont établies à Caraquet et dont on retrouve les familles dans le livre. J'invite maintenant Bernard à venir prendre la parole. Merci. Merci, fidèle, et je dirais plusieurs milliers de fois merci pour avoir consacré toute ta vie à nous montrer et à nous instruire sur qui nous sommes. Et il n'y a rien de plus important pour une communauté de savoir d'où elle vient, si elle veut un jour savoir où elle va. Merci encore, fidèle, pour tout ça. J'ai, cette année, mis mon poing sur la table 3 fois pour dire « j'en prends le risque et la responsabilité » dans des questions financières, puis vous aurez à juger un jour si j'ai pris les bons risques et les bonnes responsabilités. La plus grosse, on en parlera plus tard, c'est le centre de génération, on vous expliquera ça plus tard, on est encore très très confiants. La deuxième, c'est la symphonie Louis Mailloux, où on ne savait pas si ça se vendrait, On a rempli ça à craquer et on a assumé, je pense, une viabilité impressionnante. Et la troisième, ce sont bien sûr les familles de Caraquet, où on ne savait pas si on arriverait et on a dit on va assumer ça. Et je vous invite à les acheter pour que je puisse remplir mon objectif de rentabilité. Mais on est très près du but, effectivement. Fidèle a parlé qu'il y avait 300 livres de publiés. Je pense qu'il y en a 160, 170. Il y en a en vente ici ce soir. Et on vous rappelle que s'il y en a qui veulent en acheter pour Noël, le 300, mais il y a 2 bonnes nouvelles si vous vous dépêchez à vendre. Là. Ça va remplir mes engagements, puis peut-être que ce sera une stimulation pour aller en faire imprimer d'autres et de poursuivre ce beau rêve ensemble. Ce que moi j'ai décidé de faire, parce qu'on connaît bien sûr très souvent quelles sont nos familles, les 34 familles. On connaît un peu l'histoire de la Grande-Grande, comment ça s'est produit. On va tenter ce soir de faire un petit peu une analyse de tout ce monde-là. C'est qui sommes-nous et d'où venons-nous? Bien sûr, il faut reconnaître qu'il y avait une présence Micmac à Caraquet assez intense et qui venait à Caraquet probablement aux mêmes endroits où les Acadiens et les colons européens se sont installés pour les mêmes raisons, en raison de l'eau. On pourrait parler de Caraquet, le village aux 3 ruisseaux, et puisque c'est un peu la base de toute notre fondation. Bien sûr, on connaît tous le ruisseau Isabelle, le ruisseau du Petit Marais, qui est le ruisseau des Chenards, où est la Golden Pio, où est le quai, et finalement, vers le haut, la rivière McIntosh. Donc, c'est un petit peu ça qui a été la base de notre population européenne. Si les Micmacs, et je
terminer en disant ça parce qu'il faudrait leur consacrer un peu plus de temps à un moment donné pour expliquer exactement qui ils étaient et comment ils se sont installés. Je pense utiliser le territoire un peu plus de la façon de la nouvelle ville de Caraquet, où Pokemouche était le centre de leurs activités et, dépendamment des saisons, entraient en forêt pendant l'hiver et s'en venaient sur le bord de la mer à Caraquet, Chipagan, Miscou, la région de Tracadie et ça presque jusqu'à la Miramichi. Donc ils occupaient le territoire dans son entier et étaient semi-nomades, ce que nous n'avons pas fait. Nous avons décidé de rester ici. Commençons par le ruisseau Isabelle, qui est le premier lieu où il y a des gens qui se sont, des Européens qui se sont installés ici. Et bien sûr, nous arrive toujours le nom de Gabriel Giraud. Gabriel Giraud, c'est un Français, un marchand que l'on pense être venu vers les années 1720 et s'est installé quelque part le long du ruisseau à Isabelle, qui lui aura probablement des expériences de métissage, mariera une autochtone, et par la suite attirera autour de lui un certain groupe de personnes. On peut dire qu'au ruisseau Isabelle, parce que tout le monde est colonisé de la même façon. On se trouve un leader ou un leader qui attire les autres. Et le groupe du bas de la paroisse, si on peut utiliser cette expression, de l'est de la paroisse, c'est le patriarche Gabriel Giraud, son fils Jean-Baptiste, et les deux ont été mariés à des autochtones. Son fils Jean-Baptiste est marié à une autochtone, et ses gendres, Jean Boutillier et Pierre Gallien. Sa belle-fille, Françoise Rousseau, veuve de Pierre le Vicaire et François Boulet. La veuve de Pierre le Vicaire, c'est Guido Boulet sur la Grande-Grante, est important pour tous ceux également dans le fameux débat des identités autochtones. C'est à partir de sa descendance que on se dit autochtone. Ça aussi, on a des questions à poser là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais ceci étant dit, ça c'est la belle-fille de Gabriel Giraud. Et finalement, les filles de Françoise, qui était la belle-fille de Gabriel Giraud, qui épouse François Gionnet et Zacharie Doiron. Donc, vous avez là le groupuscule qui forme, à partir du ruisseau Isabelle, une colonie dont on va retrouver à peu près tous les joueurs sur la Grande-Grante de 1784. Deuxième, le ruisseau du Petit Marais. Le Petit Marais, c'est ce coin-là où, si vous regardez la Carapro, puis vous ne pouvez plus trop le voir en arrière, mais il y a un ruisseau, il y a effectivement là une espèce de petit marais qui suit le long du ruisseau. Pour ceux qui font de la bicyclette, ça se rend là-bas. C'est un rêve qu'on caresse un jour, que la piste cyclable pourra retrouver et le ruisseau et le terrain là-dedans, mais on vous parlera de ça plus tard. Et le patriarche là-bas, il est Gabriel Albert. Donc, Gabriel Albert, c'est un Québécois, Canadien-Français. Est-ce que c'est un Français? Mais il est ici avec son fils Pierre, ses gendres, Michel Parisé et Jean Lacroix. Donc, vous commencez à connaître les noms de famille de tout le monde et son beau-frère Jacques Moret. Puis il y a d'autres Canadiens qui l'accompagnent. Et quand on parle de Canadiens, c'est généralement tous des gens qui vivaient le long du fleuve Saint-Laurent, à peu près à partir de Québec à descendre, et qui, par tradition, venaient faire la pêche le long des rives et descendaient dans la baie des Chaleurs. On a l'exemple, par exemple, et ces gens-là, Louis Brideau, Henri Chénard et Jean-Baptiste Poulain, sont de ces Canadiens-là qui viennent retrouver Gabriel Albert, Pierre, ses gendres, Michel Parisé et Jean Lacroix, ainsi que son beau-frère Jacques Moret. Essentiellement, on peut presque dire qu'ils s'installent tous
quelque part entre l'hôpital, Louis Brideau étant entre l'hôpital et en allant plus vers le bas, mais on pourrait même aller plus loin puisque Jean Lacroix s'installera dans la maison d'Henri Mourant, qui était la maison originale, je pense, de sa belle famille, les Albert. Donc, entre chez Henri Mourant, là, et en allant jusqu'à chez Frédéric Blanchard, presque le quartier 3, là, qu'on a connu pendant longtemps, ça, c'était ce groupe-là, et du Petit Marais. C'est ce qu'on appelait le ruisseau Chenard, qui est devenu par la suite la butte de la Plaine. Et le troisième point, c'est la petite rivière de Caraquette, que la rivière McIntosh, qui est, elle, cette rivière, bien sûr, c'est la base des arrivants acadiens. Jusqu'à date, on a vu des Français, peut-être des soldats, on ne sait pas exactement où est leurs origines. Est-ce que c'est des pêcheurs bretons qui s'installent dans le groupe du bas? Au milieu, ce sont des Canadiens français, des Québécois qu'on appelle maintenant, et à Sainte-Anne, c'est le groupe d'Acadiens. Le patriarche, on le sait tous, c'est Alexis Landry et ses 6 fils, Anselme, Pierre, François, Thaddée, Joseph et Rémy. Son beau-fils, Jean Cormier, et ses gendres, Pierre Thibodeau, Joseph Dugas. Ça, c'est le premier contingent, si vous voulez, d'Acadiens à s'installer ici. Certains sont venus immédiatement après la déportation, sont chassés, font un petit peu le triangle entre la Gaspésie, Miscou, etc., mais reviendront ici avant 1780, avant 1772, selon nos informations, et s'installeront pour fonder ce qui deviendra la communauté acadienne de Caraquette. À ce groupe-là, quelques années plus tard, entre 1780 et 1770 et 1780, se joignent un autre groupe d'Acadiens, mais apparentés, dont le patriarche sera en quelque sorte Olivier Blanchard, son gendre René Haché-Digalan, Joseph Boudreau, Charles Poirier, Alexis Cormier et un Canadien du nom de Charles Gauvin. Et ceux s'installent un peu plus à l'est. Contrairement à toutes les communautés qui généralement se développent vers le centre, Caraquette s'est développé par les bouts, en trois bouts, et reste cette section-là qui devient un petit peu, un peu comme un puzzle. On remplit les cases, vous verrez dans la Grande Grande, avec des débordements. Quand il manque la place pour le clan acadien, on les installe dans la Pointe Rocheuse. Le deuxième groupe, les Blanchard, les Poirier, les Boudreau, les Cormier, qui sont trop nombreux à Sainte-Anne, mais viennent s'installer au centre ici, donc représentent un autre groupe. Et comme on le dit, c'est Olivier Légère qui est apparenté aussi bien à Alexis Landry qu'il l'était avec le deuxième groupe d'Olivier Blanchard. C'est une constance dans la colonisation et dans l'installation que de se rejoindre en famille. Il est très habituel de constater que les gens qui avaient de la parenté ou des voisins dans l'ancienne Acadie avaient cette tendance à se regrouper ensemble, cette volonté de se protéger par et avec des gens que l'on connaît. Une quatrième colonie, si on peut utiliser cette expression, apparaîtra, c'est ce que l'on appelle généralement la deuxième grande de Caraquette, celle de 1787, qui est celle de l'Ouest, celle de Bertrand, où des résidents, des rescapés de la déportation installés dans la région de Fredericton quittent là-bas en raison des pressions, bien sûr, commence à avoir une pression colonialiste et britannique de nous pousser vers le haut. Et après la Révolution américaine, ces gens-là prennent la sage décision de quitter cette région-là. Certains s'en iront vers le Madawaska, mais d'autres, dont le patriarche Joseph Thériault, qui est beau-frère d'Alexis Landry par son deuxième mariage, décident, avec Pierre Pinette et les frères Jean-Baptiste et Antoine Godin,
de tout quitter, de vendre à Fredericton, le long de la rivière Saint-Jean, généralement installé à peu près entre le barrage de Mactaquac et la ville actuelle de Fredericton. Les Thériault, par exemple, avaient des terres sur le Sugar Island, qui est une petite île juste en bas du barrage de Mactaquac. Et les frères Jean-Baptiste et Antoine Godet et Pierre Pinette sont tous venus. Et ça représente cette colonie qui est devenue par la suite Bertrand ou Haut-Caraquette, comme on les appelait auparavant. Ça, c'est la base de ce qui aura représenté la ville de Caraquette, le village plutôt, dans sa forme, après la Grande-Grande de 1784. On sera bref parce qu'on connaît l'histoire. La Grande-Grande, c'est la dernière concession que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a accordée aux citoyens, sur le territoire du Nouveau-Brunswick. Donc, on concède en mars 1784 14 000 acres de terre, selon une formule particulière et pas habituelle, pas commune ailleurs. C'est qu'on ne fait qu'accorder à François Gionnet et 34 familles un titre de 14 000 acres de terre dont il incombe à la communauté de décider elle-même comment ça sera réparti. Ce qui fait dire souvent à du monde, et c'est la formule généralement utilisée pour les réserves autochtones. C'est pour ça que ça fait dire à du monde qu'on est une réserve à Caraquette, parce que de la façon dont on a attribué ça. Mais ça a été tout simplement parce que les arpentages n'ont probablement pas été faits, n'étaient pas assez complétés, et c'est toutes des choses que vous pouvez apprendre selon les recherches de fidèles, que les arpentages ne se sont faits qu'après la signature de cette grante. Ce qu'il faut retenir de la grante, c'est la formule qui a été établie pour décider comment on donnait des terres à Caraquette. Vous voyez une formule, un couple ayant 10 enfants, 600 acres, un couple ayant 5 à 9 enfants, 500 acres, un couple ayant 3 à 4 enfants, 400 acres, un couple ayant 2 enfants, 300 acres, un veuf ou une veuve avec 1 ou 2 enfants, 200 acres. Et généralement, la formule qui a été donnée, puis j'ai bien fait sûr de marquer 3000 écarts et 1,5 quart, qui est généralement la profondeur normale d'un lot à Caraquette, et dans une formule d'arpentage britannique, on nous dit que cette distance-là, 3000 écarts et 1,5 quart, une verge par 3000 écarts et 1,5 quart, ça donne un acre. Ça veut dire, si on a un terrain de 20 acres de large, de 20 verges, là, on aurait un terrain de profond de 20 acres. Maintenant, ça s'applique pas parfaitement à Caraquette parce que la côte n'est pas droite. Donc, il y a des endroits, donc c'est une moyenne et c'est une large tendance que l'on a ici. Le recensement de 1783 nous permet d'établir généralement où les gens habitaient. Et, encore une fois, pour revenir aux écrits de Fidèle, parce qu'il y a encore, Fidèle nous apprend toujours des choses, nous dit que la distribution des terres n'était pas toujours, ce qui prête à confusion, n'était pas toujours précise. On pouvait, dans certains cas, s'il manquait des ancrages, on donnait des parties ailleurs. On pouvait aussi demander aux gens, on donne l'exemple des Cormier qui habitaient dans le haut de la paroisse, mais quand la famille s'est agrandie, il y avait des terres vacantes dans le milieu de la paroisse. Rappelez-vous, même les curés appelaient, avant la construction de l'église, appelaient ce territoire-là le Grand Désert. Donc, il y a eu des bouts où c'est le centre-ville qui était vide ici. Et quand les extrémités ont débordé, on a rempli par le milieu, ce qui est une particularité de notre ville. Je vous dirai ceci, et je vais sauter maintenant. On n'a pas jugé bon parce que ce sont de peut-être s'arrêter sur les familles les plus connues. On connaît tous les Landry, les Lantaignes, les Gionnet, en fait, toutes ces grandes familles-là. J'ai choisi quelques noms
qui méritait notre attention. Et cette année, en cet anniversaire de la mort de Louis Mailloux, j'ai cru bon d'abord de vous présenter la famille Mailloux. Les Mailloux, ce sont des Canadiens français, des Québécois, qui se sont installés, selon nos informations, un petit peu en bas, où ils habitent aujourd'hui, un petit peu en bas du chemin de Saint-Simon. Le premier s'installe à Caraquette, qui est né, Louis Mailloux, portait le nom de Louis également. En fait, rappelez-vous ça, puis mêlez-vous pas. Il y a Louis à Philippe, à Louis, à Louis. Donc, c'était ça la première lignée qui nous amenait à Louis Mailloux. Donc, le premier, ici, Louis Mailloux, est né à Québec le 31 décembre 1741. 4 enfants, dont un seul garçon qui portera le nom de Louis, puis qui gardera le nom dans la région. Et son grand-père, Jean Mailloux, était architecte à Québec. Et d'ailleurs, si vous allez sur la rue Saint-Louis à Québec, en partant de la porte Saint-Louis, en allant vers le château Frontenac, surveillez, il y a une plaque à quelque part qui indique effectivement la présence de ce Jean Mailloux, grand-père de notre Louis Mailloux, qui était architecte à Québec. Notre héros à nous, bien sûr, c'est Louis Mailloux, né le 4 octobre 1855, mort le 27 janvier 1875, dans les conditions qu'on connaît. Et je vous invite à aller voir le travail titanesque de Réjeanne Pinette-Mailloux, qui a sur la généalogie des Mailloux de la région-ci. Elle vous explique tout, à partir des premiers arrivants jusqu'à la fin. Et je souligne également qu'on a toujours la perception que ce pourrait être François Gionnet qui serait celui qui aurait marché comme le veut la tradition à Halifax, chercher la Grande. La thèse de Fidèle nous indique d'autres pistes pour la simple raison que si c'est toujours François Gionnet et les autres, c'est qu'il était l'habitant le plus à l'est de la terre et qu'il était le premier sur le recensement. C'est la raison pour laquelle on fait toujours allusion à lui. Mais la thèse de Fidèle est qu'il y a des chances que ce soit Louis Mailloux, le premier du nom, dont on connaît déjà ses capacités d'écriture, une belle main d'écriture, une signature qui lui est propre et qui est déjà greffier et clerc pour la paroisse de Caraquette dès son début, et à qui on fait appel. Et on sait aussi que c'est lui qui a organisé le recensement de 1783, qui a permis au gouvernement de nous donner les terres que l'on a. Donc, Louis Mailloux, le premier, était... On ne sait pas qui a descendu à Halifax à marcher, mais on sait pertinemment qu'il était fortement impliqué dans cette organisation communautaire pour créer, si vous voulez, notre paroisse. La deuxième, je me fais un petit clin d'œil à moi-même, avec la famille Caron. La famille Caron, Marcel Caron, dont on a beaucoup entendu parler dans notre famille, pour la raison suivante, qu'il était le propriétaire de la maison à Damonsterio, où est présentement le marchand de cannabis. Je dis que j'ai été élevé dans une salle où ils vendaient de la bière, et puis après ça, on est dans le cannabis. Mais j'ai habité là avant. Mais ceci veut dire, la maison chez nous était habitée par Marcel Caron, qui est né à Pespebiac en 1858, décédé à Caraquette en 1943, enterré dans le cimetière à Caraquette, Ferblantier, forgeron, et dans la maison chez nous, quand on était jeune, déjà en allant jouer dans la forêt ou de petites forêts en arrière, on voyait ces tas de tôles et de ferblanterie qui témoignaient de l'activité qu'il y avait dans le shed qui est maintenant un appartement sur la maison. Mais ça, c'était la maison ici, mauvaise photo, c'est la maison chez Julien, ça, c'est pas la maison chez Damas, c'est la maison Blackhall. La nôtre était en avant,
Et cette maison-là, puis là, il va falloir que nos deux historiens nous donnent des clarifications, parce que à l'école, et Fidèle le confirme dans son livre, Marcel Caron demeurait dans la maison qui a été une ancienne école à Caraquet et qui était notre résidence. On a toujours appris que notre maison avait été construite pour une école et après les troupes de Louis Mailloux, c'était pas réaliste et politiquement correct de faire une école là-dedans. On a bâti l'école un peu plus bas. Cette année, Clarence, dans nos petits préparations, on a fait des trajets, là, Louis Mailloux, lui nous dit que l'école que les Acadiens, dont les Acadiens, les révoltés, appelons-les comme ça, voulaient avoir, c'est une école qui était sur la terre des Robins en face. Fait que ce sera le sujet d'un débat un jour. L'école de Louis Mailloux était-elle la maison à Damas ou était celle d'Aïdar Robichaud? Un autre débat à régler pour plus tard. Finalement, une autre famille dont il est intéressant de parler à Caraquet, parce c'est un nom, vous savez, il y a des noms, quand on entend des noms, même si on irait partout à travers le monde, on sait qu'ils ont des racines à Caraquet. Hein, les Gionnais, par exemple, ça trahit pas, on sait à peu près partout. Les Mourants, et les Foulem. Les Foulem, dans le livre de Fidèle, parce que toutes les informations qu'on vous transmet viennent de là, le livre de Fidèle nous dit que Thomas Foulem, marié à Marie Moret en 1838, s'installe à Caraquet en 1852. Donc, c'est à partir de 1852 qui est fils de Thomas Fulham, F-U-L-H-A-M, et de Mary Collins de Londres. Donc, c'était une famille anglophone qui est venue ici par la suite, si on fait les généalogies, toujours en suivant le livre de Fidèle, deux branches de cette famille se retrouvent essentiellement, l'une à Caraquet et celle de Joseph Foulem à Saint-Simon. Et ce que l'on s'aperçoit quand on regarde les cartes de la Grande Garde, quand on regarde le livre de Fidèle, et je sais que Fidèle a beaucoup d'ouvrages qu'il a fait pour essayer de définir d'une façon finale et historique les véritables délimitations de quelle famille avait habité à quel endroit, parce qu'on nous dit que ça peut être un cauchemar à Caraquet pour les arpenteurs et les avocats quand ça vient de délimiter les terrains. Mais que ça, c'est un travail maintenant que Fidèle a publié la réédition de son livre, peut-être qu'il y aura plus de temps à s'occuper de ce dossier-là. On commande, Fidèle. Une autre famille que l'on retrouve dans le livre, qui est la famille de Louis Valentin Fossard. Si vous ne le connaissez pas, Joe Chiasson, le patriarche Joe Chiasson, qui est décédé à 104 ans au début des années 80, lui les connaissait puisqu'il dit qu'il est allé à l'école avec le fils de ce Louis Valentin Fossard, Saturnin. Il commence à être dans des noms différents aussi. OK, Louis Valentin Fossard est un médecin français né à Paris en 1835 qui se marie en seconde noces à Hélène Foulem. Est-ce qu'il y a un lien avec la famille Foulem qui s'installe ici? On ne sait pas. Mais il s'installe d'abord à Port-Daniel, mais pratique la médecine à Caraquet de façon confirmée et officielle entre 1877 et 1879. Deux de ses fils, Saturnin et Pierre, s'installent et on les retrouve dans les registres à Caraquet. Fossard est reconnu comme le premier médecin à pratiquer à Caraquet. Et on comprend qu'il cessera de pratiquer avec l'arrivée du docteur Comot en 1889, ce qui nous permet de croire qu'il aurait vécu, qu'il aurait pratiqué là, quelque part entre 1875 et 1890. Les cahiers paroissiaux annoncent à un moment donné, en 1885, qu'il offre des vaccins contre la picote pour 25 cents. Intéressant le débat des vaccins. La famille Mourant, ça c'est une histoire qu'on connaît peut-être un peu mieux, mais qui a bien sûr fait partie
des histoires émouvantes de notre ville. John Moran et Isabella Batten s'installent à Caraquette au début des années 1880 pour travailler ou pour les Robins ou pour les Flowing. Donc, ce sont des Jersiais. Et cas assez rare, c'est un couple qui ont des enfants. Donc, ils s'installent à Caraquette et auront 11 enfants. Donc, habitent sous la protection et sous le contrôle des Jersiais, avec cette tradition qui fait qu'on ne tolère très peu la coexistence avec les catholiques du coin, et on vit dans un peu de façon séquestrée, mais dans un geste exceptionnel. Toute la famille, et à l'époque, ils sont 6 enfants qui sont baptisés, je ne sais pas si les autres sont partis, dans un geste exceptionnel, ils abdiquent leur religion anglicane pour se convertir au catholicisme en 1887. Le couple et leurs 6 enfants sont baptisés en même temps, en janvier 1884, à l'église de Caraquette. Et ça, bien sûr, les journaux en font mention, les registres paroissiaux nous indiquent ça, et c'est très rare que 8 personnes et des adultes sont baptisés en même temps et font, bien sûr, allégeance à la foi catholique. Ce qui est intéressant dans cet exercice, devant cette conversion, les Jersiais, je ne suis pas sûr que c'est les Robins, les chassent de leur résidence et la paroisse les prend en charge en leur offrant une terre et une forge entre l'église et le cimetière actuel. Donc ceux les plus vieux se souviennent que les Mourants, la famille de John Moran et ses enfants et ses petits-enfants vivront dans ce quartier-là. On connaît Cajeton, on connaît Adelard, nommez-en d'autres, là. Winnie. Donc ça, c'est les petits-fils de John Moran. Et ils sont tous installés dans la grosse maison que Berthild occupe encore maintenant et la plus petite maison à côté où Madame Gionnet, Adrienne, qui elle aussi est une Moran, habite là. Adrienne dit d'ailleurs, si quelqu'un demande où Adrienne Moran habite, elle prendra plaisir à vous dire qu'elle habite entre les mourants et les morts, puisque d'un côté c'est le cimetière et de l'autre bord c'est Berthild Moran. Je prends toujours plaisir à lui faire dire ça quand je vais la voir. Cette famille est toujours nombreuse à Caraquette. Je termine ici avec un petit peu de plaisir en vous donnant mon palmarès des noms favoris que j'ai trouvés dans les livres de fidèles, dans les baptistères et les registres paroissiaux. Mon palmarès pour les noms féminins: Alminé, Barbe, Sénéville, Sérazine, Césarine, Cléante, Judule, Nymphe, Praxède et Relique. Vous avez des naissances dans la famille, on vous met au défi de choisir un de ces noms. Chez les gars, Agricole, Oxybé, Chrysogone, Égésippe, Innocent, Ladilas, lui, on le connaît tous. C'est Dilas Cormier. Oui. Mémin, Fidine, Rigobert et Zédéry. Écoutez, merci à vous tous, merci à Fidèle, et n'oubliez pas d'acheter des livres. Je passe le micro à mon ami Clarence. À Thériofis, il y avait un homme qui s'appelait Théophétus. Alors, merci Bernard, merci Fidèle. J'ai intitulé ma présentation sur quelques familles anglophones qu'on retrouve dans le livre. Les familles de Caraquette, de Fidèle Thériault, un trésor d'informations. À l'âge que nous sommes rendus, Fidèle et moi, et Bernard s'en vient aussi, là, je pense que c'est le temps de se dire les vraies choses. Fidèle a été pour moi un maître. Moi, j'étais à l'école secondaire et lui avait terminé ses études universitaires et il enseignait à l'école des pêches. Et souvent, j'allais à l'école des pêches après la classe, puis là, je montrais toutes sortes de choses, d'histoires.
et je suis convaincu que c'est lui qui m'a poussé à cet amour pour l'histoire et je le remercie énormément. Ceci dit, le dernier anglophone de Caraquet est mort il n'y a pas tellement longtemps. C'était Freddie Young Jr., on appelait T. Freddie. Il n'y a plus de famille anglophone à Caraquet. Il y a des descendants, évidemment, comme les McIntosh, les Forbes et tout ça, mais des familles, c'est-à-dire qui ont conservé leur religion, qui ont conservé leur langue anglaise, c'est terminé. Alors, je vais commencer par les Black Hall, qui est très bien connu. De toutes les familles qui ont habité Caraquet, les Black Hall, OK, ainsi que les Young, ont des histoires incontournables. Le premier Black Hall qui arrive à Caraquet, évidemment, c'est un Écossais. Il arrive à Caraquet dans les années 1820, presbytérien. Et vous savez, chez les protestants, la religion presbytérienne, c'est peut-être celle qui est la plus rigoureuse, la plus orthodoxe, si vous voulez. Et lorsqu'il arrive à Caraquet, évidemment, dans les années 1820, il avait passé par Dalhousie auparavant. Il vient d'une région de l'Aberdeenshire qui s'appelle, dans un village qui s'appelle Kemney, que moi j'ai visité d'ailleurs, parce que je cherchais cet individu-là. Et dans les registres à Édimbourg, ça disait Robert Black Hall, qui était son père, OK, from Pictolum, et sa femme, qui s'appelait Isabella, from Reed. Alors moi, je cherchais, puis je ne le trouvais pas. Et un jour, dans un pub, parce que c'est là que ça se passe, hein, il y a un gars qui me dit « You should go to the rectory », c'est-à-dire le presbytère. Alors, j'arrive là le matin, c'est samedi matin. C'est plein d'enfants, il y a 8 enfants, ça crie, ça court partout. Puis là, le prêtre, il arrive là avec un bébé dans les bras. Puis là, moi, je dis « Voyons, c'est pas un presbytère, ça, c'est... » Il dit « You must be a Catholic. » Parce que... Et là, il me dit, hein, il a dit, Pictolum puis Reed, ce sont des noms de fermes. Alors, on a vu tout de suite, et là, j'ai vu que c'était des fermes voisines et tout ça. Il va marier, évidemment, une Irlandaise catholique. Et ça, c'est très intéressant, parce que Bernard a dit tout à l'heure, comme les mourants, il est venu avec sa femme, okay, qui est un Jerseyais. Mais la plupart des British, des Écossais, viennent seuls, parce qu'ils viennent travailler pour des compagnies ou ils viennent fonder des commerces, et ils sont généralement seuls. Alors, pour se marier, ils choisissent des anglophones, mais la plupart sont catholiques. Alors, dans ces mariages mixtes-là, c'est une règle chez les protestants, les enfants sont mariés et sont élevés, les filles dans la religion de la mère et les fils dans la religion du père. Okay. Alors, on continue. Il était marié, évidemment, ça c'est le fils de Robert Black Hall, qui est James Black Hall, celui qui a été dans l'émeute. OK? Alors, qu'est-ce qui était important de comprendre, c'est qu'il a été très impliqué, okay, dans l'histoire de Louis Mailloux. Okay? Évidemment, il était conseiller scolaire, on appelait à l'époque School Trustee. C'est lui qu'on voit, évidemment, le premier dans cette marche du 15 janvier qu'on va pousser à démissionner, et toute l'histoire, évidemment, qu'on a répétée très souvent cette année à cause du 150e anniversaire. Mais il avait tous les postes. Hein. Il était juge de paix, officier de douane, commissaire scolaire. Nommez-les, il avait presque tous les postes, et ça, c'est très important. Qu'est-ce qui est aussi très important de comprendre? C'est que Black Hall père et Black Hall fils ont su marier leurs filles. OK? Alors, juste pour vous donner une idée, OK? Il va marier ses filles, leurs filles. Hein? Mary va épouser Thomas Kerr, qui a été le premier gardien du fort à Caraquet, OK? Qui venait de Pokeshaw. OK?
Jane va épouser Robert Nixon, qu'on va voir tout à l'heure. Eliza va épouser Peter Few, qui était gérant des Robins, qu'on appelait Gros Pouce. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Gros Pouce? Parce que dans les années où Peter Few est à Caraquette, à la fin du 19e siècle, des gens qui séchaient leur morue chez eux pour vendre aux Robins, ils avaient la visite de Peter Few, qui était gérant des Robins, puis il prenait... Attends, je vais vous mettre ça ici, là. J'ai pas... Ouais. Là, voilà. Il prenait la morue, puis il la cassait en deux pour voir si elle était bien sec. Alors, on l'appelait Gros Pouce. OK? Et Louisa va épouser Georges le Riche, qui était gérant des Florins. Alors, parce que c'est très important, hein? Les anglophones à Caraquette vont tous se marier entre eux autres, et ils vont évidemment avoir beaucoup de contrôle dans toute l'histoire. Le prochain, c'est les Fitzpatrick. OK? Le tanneur de Caraquette, à la page 279, il est marié avec une madame de Bathurst, Ellarton, OK? Vous savez, le salon funéraire Ellarton à Bathurst, c'est cette famille-là. OK? D'origine irlandaise, il arrive à Caraquette en 1880, OK? Pour travailler à la tannerie de Peter Ryan. Alors, il y a deux ruisseaux que Bernard a oubliés. Mais vous savez, c'est comprenant bien mère, hein? Il faut qu'on oublie des choses. Il y a le ruisseau des Brideaux, où étaient installés des Robins, qu'on appelle le pont des Robins. Puis il y avait le ruisseau de la tannerie, où est CL Como aujourd'hui. Alors c'est pour cette raison-là qu'il y avait une tannerie à cette place-là, parce que ça prend de l'eau, une tannerie. OK? Il arrive à Caraquette, il est situé où est le magasin CL Como. Il va construire par ailleurs deux autres bâtiments, un entrepôt et un magasin. Après son décès, le magasin et la tannerie sont vendus à Moses Aziz. Alors ça, c'est intéressant. Moses Aziz était un Syrien ou un Libanais. Il venait de ce coin-là. Bootlegger, trafiqueux, bref. Il y avait un peu comme tous les vices, celui-là. Et lors de l'élection fédérale, Mackenzie King, le député de Gloucester, c'est Jean Robichaud de Chipagan, qui est le père à Édard Robichaud, qu'on a tous connu. Et Jean Robichaud va écrire à Mackenzie King, puis il va dire ceci: il serait important que Moses Aziz sorte de prison, il est indispensable à mon élection. OK? Et écoutez ceci. Jean Robichaud, sur les 10 comtés du comté de Nouveau-Brunswick, sera le seul libéral élu et par acclamation. Il faut croire que Moses Aziz, il y avait du power. On continue. Prochaine, s'il vous plaît. Les Hubbard. Les Hubbard sont intéressants parce que c'est Colson Hubbard qui était évidemment commis des Robins. Alors, pourquoi il est originaire de Tignish, à l'île du Prince-Édouard? Il vient à Caraquette comme commis parce que sa tante est mariée avec Robert Young. OK? Et il va témoigner, d'ailleurs, lors du procès de Louis Mayou, parce que les émeutiers ont été au magasin des Young, et il va par après, évidemment, aller travailler pour les Flowing, qui étaient installés où est pas bien loin du presbytère, où est la maison à Robert Godin aujourd'hui. Et par la suite, il va entreprendre son propre commerce, où il va avoir une usine de poissons, et aussi il y aura une installation de saumon sur l'île de Caraquette. Et on me dit, là il faudra vérifier ça, mais les Vienneaux, la famille des Vienneaux à Caraquette sont venus évidemment du haut du comté, et un hiver, tard l'automne, parce qu'ils suivaient le saumon. Il y avait du saumon dans la baie des Chaleurs beaucoup plus qu'aujourd'hui, évidemment. Et ils vont rester dans qu'est-ce qu'il y avait de bâti sur l'île par Colson Hubbard, et c'est comme ça que les Vienneaux vont s'installer ici. Il va être juge de paix, et finalement, il va
il va être nommé inspecteur de la mise en conserve du poisson à Chatham. Et il va, évidemment, vous savez ce que la Flandrie à Caraquette, il va acheter la maison de James Young, qui d'ailleurs a été déménagée, mais tout restauré comme qu'elle était à l'époque. On continue. Suivante. Les Mackintosh. Ah là, c'est intéressant. Les Mackintosh, OK, d'origine écossaise, arrivent au Canada en 1827. Et lorsque Bernard, tout à l'heure, vous a parlé de la rivière Mackintosh, mais le premier Mackintosh qui arrive ici, John Mackintosh, évidemment, s'installe. Où est Arthur Gagné? Vous savez ce qui est la fromagerie, là, la maison là-bas en arrière, là? Mais c'était là. Alors, d'où le nom de la rivière, OK? Il est marié à Mary Alexander, OK? Après un court séjour à Fredericton Batteries, il s'établit à Caraquette où il a un commerce de pêche. Nommé lieutenant de la milice. C'est très intéressant, les Mackintosh, parce qu'il y a une tradition militaire dans cette famille-là. OK? Le père de John Mackintosh qui arrive ici, c'est, OK, parce que celui qui arrive à Caraquette arrive ici en 1809. Mais son père, non. Oui. Je reprends. En 1809 est né John Mackintosh qui arrive ici en 1827. Son père est mort lors d'une bataille dans le nord de l'Espagne, lors des guerres napoléoniennes. Okay? Et c'est intéressant parce que lorsqu'il arrive ici, OK, il va être nommé lieutenant de la milice de Gloucester en 1829, puis capitaine en 1831, adjudant en 1841 et colonel en 1848. Alors, vous voyez, il y a définitivement de religion presbytérienne. Son fils William se convertit au catholicisme afin de marier en 1881 Philomène Chesson. C'était des presbytériens, évidemment, d'Écosse. Et ça, les presbytériens, hein, vous savez, comme je vous l'ai dit, sont assez stricts au niveau de la religion, mais si c'est pour le mariage, il n'y a pas tellement de problème sur ce côté-là. Le 23 décembre 1889, il traverse la baie afin de se rendre à la Mecque. La glace cède et se noie. Son corps n'est pas retrouvé que le printemps suivant. Alors, les Mackintosh, c'est un clan. Ils ont leur taptan, ils ont leur écusson. Et l'écusson, hein, c'est marqué « Touch not the cat, but et glove ». « But » veut dire « Don't touch the cat without the glove ». Okay, c'est ça que ça veut dire, parce qu'il peut te graffiner. Alors, le taptan est bleu et vert, et bleu et rouge et un petit peu de vert. Bref, ces trois couleurs-là. Et si vous allez sur le site Internet, sur le site Mackintosh, vous allez avoir deux sites. Il y a un site qui est américain, là, où il propose un écusson et toutes sortes d'histoires, des lions et des épées. Ça, c'est vraiment la caméra. Ça, c'est le vrai. Et là, vous avez aussi le magasin. Okay? Et vous avez des très beaux foulards à la couleur de ce tapin. Et c'est très important de savoir qu'ils font partie d'un clan, parce que comme les Black Hall, par exemple, n'ont pas de tapin, n'ont pas de... Il fallait qu'ils se joignent à un autre clan. Okay? Tandis que les Mackintosh, c'est assez intéressant en ce sens qu'ils ont leur tartan, ils ont une histoire assez riche. Lors du soulèvement des Jacobites au 18e siècle en Écosse, ils vont être du côté royal, okay? Ils vont être du côté des Stuarts. C'est vraiment intéressant comme histoire. On continue. Wallace Mackintosh. Il n'y a pas un prénom sur la terre plus écossais que Wallace. C'est pour ça que j'en parle. C'était un personnage assez intéressant, merci. Et j'ai deux anecdotes. Et ici, c'est Tony Albert. Son vrai nom, c'est Séraphin Albert. Okay.
l'oncle à Silvio Dugodin. Il le révèle à Charrue, le Walter. Lorsqu'il y avait une grosse tempête de neige, pour ouvrir le chemin avec la raquette, il y avait la petite Charrue, mais quand c'était sérieux, c'était le Walter. Un truck, il y avait un camion, un gros camion qui était construit par cette compagnie-là. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il a été construit par l'armée. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États du nord des États-Unis, le Maine, New Hampshire, tout ça, et dans les provinces maritimes, on avait converti ces charrues-là. Et Tony Albert et Wallace McIntosh, parce qu'il y en a un qui allait et l'autre conduit, drive the Walter. Et Tony Albert, c'était un gars qui avait fait la guerre, c'est un gars qui avait le sens de l'exagération. Et là, il y avait l'histoire. Il a dit, moi puis Wallace, là, dans une grosse tempête de neige. Et il en a fait quelque chose, il de la pointe rocheuse, et il dit, quand on s'est aperçu, c'était le joueur Arthur Garnier, et il dit, tout ce qu'on voyait, c'est les deux pattes dans le windshield. Mais là, c'est intéressant aussi, c'est qu'en 61, je pense que c'est en 61, j'ai 10 à 11 ans, un samedi soir, je m'en souviendrai toute ma vie, il se formait un énorme bonnet jouet, aujourd'hui l'IGA. Okay? Et vers 11h du soir, Tony et Wallace, ils se sont pris. Le Walter n'a pas pu défoncer le bonnet et ils ont cogné à la porte chez nous parce qu'on restait tout près. Et je pense que c'est la nuit, parce qu'on passait la nuit chez nous à boire du thé et à raconter des histoires. Je pense que c'est la nuit où mes parents ont pu se rire de leur vie. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi pour parler de Wallace, c'est, vous savez, lorsqu'on a fait les égouts à Caracat, en 1971, on est en train de faire on met les tuyaux en face de chez Carl Lantaigne, et Wallace a descendu pour vérifier les tuyaux, c'est assez peu merci. Un autobus scolaire passe, Sabine, et il est enterré vivant. Et pour le sortir, on a pris ce qu'on appelle un bateau. Puis en voulant le sortir, on l'a beaucoup blessé. Vraiment blessé. Ça a été une histoire assez triste, merci. C'est sa fille Anne qui est ici ce soir qui m'a raconté ça. Et Anne a publié récemment, après un voyage en Écosse, a publié John McIntosh et Mary Alexander ainsi que leurs descendants. C'est un livre extraordinaire. Il y a de l'information là-dedans sur leur famille et leurs descendants. C'est vraiment un livre à avoir si vous êtes intéressé à l'histoire et à la généalogie. Et c'est évidemment aux éditions de la francophonie. On continue. Et là, vous avez des documents, hein, parce que William McIntosh, le fils de John McIntosh, c'était des gens évidemment instruits, vous voyez ici. Ici, c'est assez intéressant. Presented to Jessie McIntosh by her brother, William McIntosh, en 1862. Alors, vous savez, ces genres de documents-là aussi qui sont en référence. On avait fini, là. Les Soules. Les Soules sont arrivés de la Miramichi après le grand incendie de 1825. Et comme vous le savez, c'est le plus grand feu que l'Amérique du Nord n'a jamais connu, hein, le feu de 1825. Et le patriarche, si vous voulez, Joe Soule, okay, on sait des Soules de la péninsule, okay, il va mourir à 104 ans. Il vient s'installer à Port-Mouche, okay, suite au grand feu de 1825. Et c'est le monsieur qui est là. Il a été très impliqué aussi dans l'affaire Louis Mayou, parce qu'il était marié avec une Ferguson, puis les Ferguson, puis les Young, c'était toutes parents. Alors, il y avait encore là beaucoup de choses. OK, retournez. On recule. Voulez-vous reculer?
Le port de cul. Ah. OK. OK. Alors, il est là, puis il y a. OK, mais c'est ça. OK, j'ai dit ça. OK, excusez-moi, on continue. Bon. Barney Sewell. Vous savez, à Barney Office, il y avait un endroit qu'on appelait Sewellville, où Barney Sewell était établi. Et Barney Sewell, c'est pas n'importe qui, dans ce sens que l'un de ses fils, né en 1832 et décédé en mars 1809, s'est établi à Sewellville, à Bas-Caractère, où il fait un magasin, un bureau de poste, où il fait le commerce. Marié à 3 reprises, OK? Il est presbytérien, on se comprend. Il est marié en première noce Mary Sutherland, Tarzil Le Boutier. Alors, pour marier Tarzil Le Boutier, il change catholique. Et en troisième noce, il marie Mary-Ann McIntosh, la fille de John McIntosh, et retourne. Il retourne protestant. OK? Alors, marié à la religion protestante, la première, deuxième, OK? Alors, vous voyez que chez les anglophones de Caraquette et d'ailleurs, OK, dans le nord de la province, la question de la religion, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui les dérangeait beaucoup. Dernière famille. Les Nixon, secrétaire de la première chambre de commerce de Caraquette, OK, d'origine écossaise. Le premier Nixon de Caraquette est Robert Nixon. Ça, c'est son fils, Jimmy. Établi à Saint-Paul-du-Bocage, il est nommé juge de paix en 1858. Et lors du recensement de 1861, il est inscrit comme étant âgé de 39 ans, marchand et de religion presbytérienne, mais marié à Jane Blackall. Vous voyez, là? Hein? C'est son fils, Jimmy. James, mais on l'appelait Jimmy. Il devient propriétaire de l'auberge Schul, qui avait été vendu auparavant à Richard Blackall, où les miliciens étaient descendus lors de la question de Louis Maillot. Regardez. Alors, vous voyez ici, OK, sa signature. OK, marié à Marie-Estelle Sewell, fille de Bernard Sewell. Vous voyez encore, là, comment ça marche? Il a marié Anne McIntosh de Bas-Caractère. Il est très impliqué dans la première chambre de commerce de Caraquette, fondée en 1919, dont il est le secrétaire pendant 16 ans. C'est le premier Martin Légère de la chambre de commerce de Caraquette. Okay. Et lorsqu'il va démissionner en 1936, on est en pleine crise, et là, il va écrire une lettre, il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de membres, bref. Et qu'est-ce qui est intéressant? Lorsqu'il va avec Harry Reid et ses collègues, et le docteur Tomo d'ailleurs, lorsqu'ils vont avoir leur charte du gouvernement fédéral, c'est Chambre de commerce de Caraquette. Lorsque Martin Légère et son groupe, en 1938-39, lancent la deuxième chambre de commerce qui existe toujours, Caraquette Chamber of Commerce. Ouh! Le valeur Martin est pas ici, on avait du fun. Okay. Il est par ailleurs impliqué dans la fondation d'une compagnie portant le nom de Nixon Coal Mining pour exploiter un gisement de charbon à Melton-Tempête. C'était des entrepreneurs. Hein. Tout ce monde-là, c'était ici pour faire de l'argent et ça y allait. Les grands dossiers de la Chambre de commerce. Pourquoi une Chambre de commerce en 1919? Achat de la Caraquette d'une Gulf Railway par le gouvernement fédéral. Hein? Depuis 1890, le Caraquette d'une Gulf Railway est mené par un trust de Toronto. C'est une compagnie totalement en emploi qui ne donne pas de service. Or, on veut que le gouvernement fédéral l'achète. Et comme vous le savez, un an plus tard, elle va être achetée par le gouvernement fédéral. L'extension de la voie ferrée sur le quai de Caraquette. Ça, c'était très important. On voulait avoir le chemin de fer glissant sur le quai. Ça ne s'est jamais arrivé. Demande incessante de la compagnie à la compagnie Continental Battery et à son président Angus McLean pour avoir l'électricité. Parce que lorsque le moulin ouvre à Bathurst en 1917, il y a l'électricité. Puis là, on veut que ça descende ici. Ça a pris un peu de temps, l'arrivée en 1939.
Amélioration du hall de Caracat avait évidemment d'améliorer le transport maritime et la construction d'un édifice de pierre afin d'y loger le bureau de poste et des douanes. Or, ça, c'était leur projet fétiche. Ça n'a jamais arrivé non plus. Alors, les remerciements. Fidèle, Philippe Basse, Anne McIntosh, Guylaine Albert, parce qu'elle m'a trouvé la photo de son grand-père, Alain Landry. Et là, vous avez cette photo du village acadien. Ça, c'est le barrage, c'est à l'arrière du moulin. Photo d'automne. Et j'ai une petite réflexion. Vers les lieux protégés, c'est la grande retraite, car on connaît l'hiver et comment elle nous traite. Avez-vous remarqué que l'automne mourant confond toujours ses traits avec l'hiver naissant? Bien dit, hein? Mais je ne sais pas qui c'est l'auteur, puis c'est pas moi. Bref, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je vous l'ai déjà racontée, mais je la raconte de nouveau pour ceux qui ne l'ont pas entendue. Lorsque je faisais de la recherche sur les black holes et que je m'étais rendu justement au rectory et tout ça pour trouver des black holes, un jour, il y a un monsieur qui me dit « You should go to that farm. Okay? » Ça fait, je vois une ferme qui est un peu isolée. Okay? J'arrive là, il est comme 2 heures de l'après-midi, il cogne à la porte. « Come on in! » Je rentre. À la table, il y a 2 messieurs en train de boire. Scotch à table. Et dans une petite chambre, un peu en rentrant, il y a 2 femmes. Une est en train de coiffer l'autre. Ils sont âgés un peu. Mais moi, ce que je ne sais pas, c'est qu'ils attendent leur neveu des États-Unis. Ils pensent que c'est moi. Et là, c'est « have a drink ». Et là, ça m'embrasse, puis je n'ai pas le temps de dire un mot. Jusqu'à temps, ils sont aperçus que je ne parlais pas un anglais comme eux autres. Et allez, you should go. Mais le contexte c'était, le gars qui buvait avec l'autre, c'était juge de paix, puis c'était sa femme qui coiffait elle parce qu'elle allait se marier là, dans l'après-midi. Alors voilà, merci beaucoup. Et fidèle, tout un ouvrage. Voilà. D'accord. Ah, on va t'y annoncer. Ben, c'est ça, je veux Ok, faire. fais ça. Ben, d'abord, merci. Merci infiniment à nos 3 historiens, fidèles en particulier, pour cet ouvrage incroyable. Merci Bernard, merci Clarence, c'était une soirée exceptionnelle. Juste avant de terminer, quelques petits messages d'intérêt. Notre prochain rendez-vous d'histoire va être le 29 octobre prochain, puis notre conférencier va être Clarence Le Breton. Il va nous présenter les géants de notre histoire comme première partie, puisque ce rendez-vous sera suivi d'un 2e le 26 novembre. Puis là, on va y lancer un concours. Lors des 2 prochains rendez-vous, ça va être un concours, puis je ne vous en dis pas plus, on va garder le suspense un petit peu. On va vous informer, en tout cas, on va vous envoyer les invitations dans les courriels habituels, puis si vos noms ne sont pas dans ma liste ou ma boîte d'envoi, il y a une petite feuille à l'arrière, vous pouvez me donner votre courriel, ça va me faire plaisir de vous ajouter à notre groupe. Ben maintenant, joignez-vous à nos historiens dans le foyer, vous pourrez prendre un thé, café, quelques petits biscuits, puis examiner le magnifique tableau de généalogie des Mailloux, qui est par Réjeanne Pinette-Mailloux. Merci beaucoup, Réjeanne. Et en même temps, vous pouvez vous procurer le livre de Fidèle. Alors, merci infiniment.